Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Donc aujourd'hui, je suis à Paris avec un monsieur. Je suis dans un cabinet d'avocat. Il y a la robe d'avocat juste derrière l'écran. Je pourrais vous montrer tout à l'heure. Et je suis avec un monsieur, peut-être que vous l'avez déjà vu sur Internet, sur Facebook, peut-être. Bonjour monsieur. Maître? Maître, bonjour maître. Alors Audrey. Comment Bonjour allez-vous? Audrey. Comment allez-vous, cher maître? Bien, je te remercie de m'accueillir sur ton blog Je et t'en sur ta prie. chaîne. Je te remercie de m'accueillir dans ton cabinet d'avocat. Alors, je vais vous présenter en fait Dimitri Boujard, qui est avocat, mais je vais le laisser surtout se présenter. Il va nous dire un petit peu ses spécialités et surtout dans quoi est-ce qu'il investit, parce que Dimitri a des secrets puisqu'il est aussi investisseur. Alors, dis-nous Merci tout. Audrey. Alors, je dirais pas absolument tout. Ah, Malheureusement, ok. il y a des choses qui ne se disent qu'entre quatre yeux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, effectivement. Donc, je suis inscrit au barreau de Paris depuis 1995. Ouais, je t'en prie. Voilà, j'ai un petit peu de barreau derrière moi. J'ai un DESS de droit bancaire et financier et un magistère de droit des activités économiques. Et je suis investisseur immobilier depuis 2001. Concrètement, j'ai acheté mon premier bien en 2001. D'accord. Donc, tu dis premier bien, au jour d'aujourd'hui. Comment ça se passe au niveau de tes biens? Parce que j'ai dit que tu étais aussi investisseur et on va décliner un petit peu plus. Dis-nous deux, trois choses. Alors, j'ai commencé tout naturellement sur le conseil d'un de mes amis, agent immobilier, qui m'a dit, écoute, voilà, c'est simple, hein, tu achètes un bien, tu le loues, et ton loyer va payer le crédit. Donc, en Bah ouais. 2001, on ne se posait pas tellement de questions. La CSG-CRDS n'était pas à 17,2%, hein, c'était plutôt 3, 4, 5% si je me souviens. Mon Dieu. Donc la fiscalité n'était pas du tout la même. La taxe foncière n'avait pas explosé. L'environnement était globalement assez largement différent et les prix immobiliers n'étaient pas les mêmes non plus. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. En plus, il m'avait conseillé de créer une société civile immobilière pour acheter des biens. Mhm. Et je ne me suis pas tellement posé de questions, j'ai suivi son conseil. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça, tout naturellement, et au fil du temps, l'investissement immobilier m'a intéressé, voire passionné. Et j'ai continué à acheter, j'ai revendu, et progressivement, j'ai diversifié le parc, et j'ai maintenant plus d'une dizaine de lots. Mais c'est plutôt pas mal. Je sais qu'on va en parler dans quelques instants, notamment par rapport à des stratégies très intéressantes que vous allez pouvoir appliquer. Et on va vraiment vous donner des conseils de pro dans cette vidéo. Euh, je sais que tu as investi en colocation. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la colocation et pourquoi toi, avocat, qui je pense a assez peu de temps à consacrer à la recherche immobilière, tout ça, on y viendra dans quelques instants, pourquoi est-ce que toi tu as décidé de franchir le pas en investissant dans des colocations? La colocation, c'est un mode d'investissement que j'aime beaucoup. Ouais, La première raison, c'est tout simplement que ça correspond à une véritable demande. Donc ça, c'est le principe de base de toute personne qui veut offrir un produit ou un service, à savoir répondre à la demande du marché. vérifier la demande et y Voilà, répondre, mais bien sûr, exactement. bien évidemment. Donc actuellement, le marché du logement est relativement tendu, notamment dans les grandes agglomérations ou Ouais. alors le marché du logement étudiant. Mhm. Les résidences étudiantes sont quand même souvent pas toutes jeunes, Non, d'accord? ils sont Elles sont pas relativement chers, hein. forcément top, elles sont Ils assez sont chères. chers, hein. Ouais, Et la colocation répond véritablement déjà à ce premier marché de la colocation étudiante. ok, Ensuite, il y a aussi les jeunes actifs, hein, qui ne sont pas une cible à négliger. très Et puis, important. il y a également, alors là pour le coup, quelque chose dont tu nous as déjà parlé. Ouais, mais très, 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 très secrètement. Vas-y. Voilà. Alors, comme ce sont des gens qui te suivent et te connaissent, Oui, donc le marché des seniors. tout à Donc fait. La ça, colocation j'attends senior. avec impatience que tu avances sur le sujet. C'est pour bientôt, puisque là maintenant, je vais pouvoir effectivement développer ce sujet avec des cas concrets et avec beaucoup plus de recul par rapport à l'exploitation que j'en ai faite de mes propres colocations seniors. Plutôt intéressant. Voilà, donc première bonne raison, répondre à la demande.
Ah oui, Deuxième raison qui va intéresser tout le monde, c'est la rentabilité. Voilà. carrément. Voilà. De fou. Donc une très bonne rentabilité, du vrai cash flow positif, étant rappelé, comme je le dis toujours, que nous autres investisseurs, on va s'intéresser à des biens immobiliers rentables. Donc pour moi, le bien immobilier rentable, c'est celui qui dégage du cash flow net avant impôt. D'accord, faisant de la fiscalité, je dis toujours avant impôt, puisque chaque cas ensuite, en ce qui concerne la fiscalité, va être différent d'un individu et d'un foyer fiscal à l'autre. Ouais. Donc deuxième bonne raison. Y en a-t-il une troisième ou pas? La troisième, c'est que ça ne demande pas forcément énormément de temps de gestion si on est bien organisé. On peut déléguer pas mal de choses et c'est quand même beaucoup moins contraignant d'un point de vue réglementaire que par exemple la location courte durée. Ouais. Alors Voilà. là, carrément. En fait, c'est ce que je disais quelque part. Alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. La location courte durée, en fait, quelque part, alors d'une, ça fait de la concurrence aux hôtels, etc., etc. C'est un petit peu comme les taxis et le Uber. Alors que la colocation, en fait, quelque part, on crée du logement. Donc il n'y a pas de, en fait, on n'a pas de concurrence. Enfin, et on n'est pas en concurrence avec d'autres types de structures, etc., etc. Donc ça, je trouve ça juste génial en fait. Enfin après, de toute façon, vous savez que j'en suis convaincue. Mais qu'est-ce que tu en penses? Alors tout à fait, c'est la résidence principale, la Bien sûr, colocation. bien sûr. Voilà. Ah bah oui, Donc c'est pas la à même ce chose. niveau-là, on est tranquille. Oui, Voilà, on fait concurrence effectivement à personne. Je nuancerai un tout petit peu pour la location courte durée par rapport aux hôteliers, c'est que dans la plupart des locations courte durée, on n'offre pas les mêmes prestations de services additionnelles. bien sûr. Mais Voilà, toutefois, c'est tout. après, bien sûr, bien évidemment, mais c'était juste pour montrer que je peux comprendre, entre guillemets, un petit peu la grogne des hôteliers, etc., du Airbnb, du Booking, parce qu'ils ont quand même face à eux des mastodontes. Donc après, pour pouvoir, c'est vrai, continuer à être rentable, ils sont obligés de... Enfin voilà, et puis ils n'ont pas non plus la même imposition, la même fiscalité, c'est pas du tout la même chose. Donc on est vraiment sur des choses très importantes. Et Adressez-vous à l'État hein, si vous n'êtes pas content, les hôteliers. ouais, c'est tout à fait, mais il y en a beaucoup qui s'adressent à l'État. Mais du coup, c'était ce que je voulais montrer en fait par rapport à ça. Euh, ouais, qu'est-ce que tu en penses? Bah, oui, clairement, on T'es répond convaincu? à une demande de logement. Ah, mais Donc voilà, c'est du complètement. logement, c'est du vrai Ouais, logement. ouais, Donc ça, de ce point de vue, effectivement, je peux que te rejoindre. ok. Tu nous disais que tu avais un diplôme en fiscalité. Du coup, j'ai pas mal de petites questions parce que en tant qu'investisseuse, ce que je recherche, alors bien sûr, il y a une dimension patrimoniale, mais j'en suis pas encore là. Il y a une dimension de cash flow, et je sais que en fonction de ces situations, des situations propres à chacun, il y a certains régimes ou pas qui permettent d'avoir un peu plus de cash flow, un petit peu plus, tout ci, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire si c'est plus intéressant, surtout pour la colocation, d'investir plutôt en nom propre, en SCI, en SARL de famille, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Sachant, je précise que Dimitri est spécialiste des SCI. Donc il y a un petit avis, mais quand même. Un petit Un présupposé, oui. C'est un indice, ça. Alors, j'ai pas de diplôme à proprement parler en fiscalité. Très clairement, j'ai un DESS de droit bancaire et financier, Et c'est un tout petit financier. peu différent, Oui, d'accord. et un magistère de droit des activités économiques, Ok, ce qui est en fait un double diplôme en droit public et en droit privé. d'accord. Néanmoins, comme tout avocat, normalement, les avocats ont ensuite des spécialités à part entière qui Oui. sont reconnues par l'ordre. Oui, Donc on peut même vérifier sur l'ordre des avocats si tel ou tel avocat qui réclame le titre de spécialité. il faut Ça se vérifie très qu'il ait simplement. passé Il l'examen. faut qu'il ait passé quelques examens pour pouvoir réclamer le titre. Oui, Il n'en reste pas moins qu'on a ensuite des activités dominantes et que Mhm. la fiscalité fait depuis quelques années partie de mes activités dominantes au même titre que l'immobilier. Parce d'accord. que je le pratique et que je le pratique notamment en tant qu'investisseur. Ok. Donc évidemment, je suis obligé de me tenir informé pour éviter de faire des bêtises déjà pour moi. Ah ouais. Ensuite, conseiller les investisseurs immobiliers, c'est un vrai plaisir. Les aider à optimiser tout ça, c'est également extrêmement utile. Carrément. Pour répondre plus précisément à ta question, nom propre ou société. On va voir en colocation, on va partir du principe que la colocation est meublée. Ça va Oui. être quand même le cas le plus souvent, le plus fréquent.
Alors oui, et après on pourra basculer dessus par rapport à la coloc senior, si tu veux. Oui, d'accord, mais je ne veux pas révéler de secret, donc... Tu ne veux pas révéler le secret, mais ça sera une plus-value, une valeur ajoutée, je pense, pour vous, qui peut être peut-être intéressé par cette niche-là. Et parce que maintenant que je vais en parler, donc voilà, il y aura de plus en plus de personnes intéressées aussi. Vas-y, je te laisse parler par rapport à la colocation qu'on va dire meublée, qui est entre guillemets 95% des cas. Ouais. Donc sur la colocation meublée, on va pouvoir la faire soit en nom propre, auquel cas on va être dans le régime tout simplement du loueur meublé non professionnel, auquel est associée la fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux. Donc je le dis et je le redis une fois de plus, l'activité de location même meublée est une activité civile, alors que le régime associé est un régime de fiscalité commerciale, BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc à destination de ceux qui s'intéressent à la colocation, si un jour dans une copropriété, un syndic vient vous dire « Ah, vous ne pouvez pas faire de colocation parce que l'activité commerciale est interdite », déjà ça, ce n'est pas un bon argument. La colocation, c'est une activité civile, au titre que n'importe quelle activité de location meublée. D'accord ? Que les choses soient bien claires. Ça a encore été rappelé incidemment par le Conseil constitutionnel en février 2018 à l'occasion du fameux arrêt sur la suppression de la condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés pour les passer en loueur meublé professionnel. Donc, fin de parenthèse, BIC, donc fiscalement commercial, mais activité civile par nature. Alors, si je peux me permettre une petite aparté, donc est-ce que ça veut dire que les les règlements de copropriété des syndics qui, entre guillemets, on va dire, interdisent la colocation, quel est son avis là-dessus? Attends, t'as pas non plus t'as pas non plus le règlement de copropriété pour pouvoir regarder l'entièreté des choses, mais sur cette partie-là, est-ce que tu as un avis sur cette question? Alors, sur cette question, j'ai souvent la question, notamment dans les groupes Facebook dans lesquels j'interviens. Assez clairement, j'ai tendance à répondre qu'il faut que je lise la totalité déjà du règlement de copropriété. Bien évidemment. Car on peut avoir des incidences sur le mode d'exploitation, possible, pas possible, à plusieurs endroits dans le règlement de copropriété. D'accord. Ça, c'est un premier point essentiel. Okay. Deuxième point, c'est que de toute façon, pour ce type de choses, moi, je fais de véritables consultations juridiques, c'est-à-dire que je ne donne jamais mon avis, en réalité, parce que je m'engage en qualité de conseil sur des gens qui vont peut-être faire un achat immobilier, justement, en me demandant au préalable s'ils vont pouvoir ou non faire de la colocation. Donc j'engage ma responsabilité. Ouais, et ça, clairement, c'est pas des conseils gratuits. Je fais payer parce que j'engage ma responsabilité. Ah ouais, et puis bon, il faut que tu lises aussi. J'étudie le règlement. Bien sûr. Je regarde le cas échéant, la jurisprudence. Oui. Maintenant, jusqu'à présent, d'expérience, j'ai assez peu vu de règlement de copropriété qui interdirait expressément la colocation. On retrouve une clause, très souvent, c'est l'interdiction de la location de chambres meublées distinctes. Bon, ça c'est un peu une clause tarte à la crème, puisqu'on la trouve dans les règlements de copro assez anciens. Taper à la machine. Taper à la machine, exactement, dans les années 60, qui visait surtout les meublés, à savoir plutôt l'activité des prostituées. C'est ça. Donc, au sens littéral, meublé reste meublé, mais au sens pratique, c'est plus tout à fait la même activité que nous pratiquons. C'est ça en fait. N'étant pas des proxénètes a priori. Bah, je sais pas. Ça n'a pas été découvert encore pour l'instant. En tout cas, pour la rentabilité, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas top. Voilà. Donc concrètement, je vois assez peu de clauses qui interdiraient une colocation. On pourrait s'en rapprocher s'il y avait une clause d'habitation dite exclusivement bourgeoise, auquel cas on pourrait dire que on loue à plusieurs personnes qui n'ont pas de lien de parenté ni de lien d'alliance entre elles, et que donc là on va contrevenir à la clause d'habitation exclusivement bourgeoise parce qu'à l'origine l'appartement n'était pas prévu pour ça. Tout à fait. D'accord. Donc ça va être du cas par cas. On va regarder si par exemple les professions libérales sont néanmoins autorisées. Ou s'il y a des commerces. S'il y a des commerces. Des coiffeurs, des exactement. On va regarder vraiment plein de choses et en fonction de ça, on va pouvoir déterminer dans une certaine mesure le risque à faire de la colocation. D'accord. Sachant, et ça aussi je le rappelle la plupart du temps,
que même si vous avez un super règlement de copropriété, où vous êtes sûr à 100% que vous pourrez faire la colocation, si vous avez un copropriétaire qui est un mauvais coucheur et que ça l'embête, notamment parce qu'il s'aperçoit que vous allez exploiter un appartement et avoir une super renta, et juste parce qu'il est jaloux, il pourra très bien, s'il a envie, vous faire un procès. Et il le perdra, mais il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un de faire un procès à quelqu'un d'autre en droit français. Donc il y aura des risques mesurés, voire inexistants, mais si on veut vous enquiquiner, on ne pourra jamais vous garantir qu'il n'y aura pas de procès. De toute façon, dans tous les cas, à peine, même si par exemple, on traverse dans la rue en dehors des passages cloutés, techniquement, on a une amende. Enfin, techniquement, c'est possible, ça encore. C'est encore vrai. Ouais, c'est vrai. Et il n'y a pas si longtemps, nous, en tant que femmes, si on portait un pantalon, techniquement, on pouvait avoir une amende. C'est pas si vieux que ça. Ce que je veux dire, c'est que renseignez-vous bien évidemment au préalable pour savoir si ce que vous allez faire, vous êtes dans votre bon droit. Alors, ce que je conseille aussi aux gens que j'accompagne, c'est souvent de demander un papier écrit auprès du syndic pour dire est-ce que vous me permettez de faire de la colocation. S'il n'y avait rien de stipulé comme ça, entre guillemets, on a le joker en disant, même si Martine, ça ne lui plaît pas, on dit, écoutez, voilà, j'ai eu l'autorisation du syndic, voilà, point. Ça va, je pense, peut-être l'empêcher peut-être d'aller jusqu'au procès parce qu'on sait qu'on a devancé les choses. Après, voilà, c'est pas non plus, ça reste de l'humain, c'est de la bonne entente. À partir du moment où les locataires ne sont pas des fêtards, à partir du moment où on respecte les gens et où il n'y a pas de souci, mais il y aura toujours une personne à qui ça conviendra pas, où il faudra mettre des patins, où il faudra mettre où il y aura des talons, voilà. C'est juste de la bonne entente, en fait. C'est de l'humain. C'est de la politesse, c'est de l'humain, on fait attention en fermant les portes, etc., etc. Un petit rappel ne fait pas de mal à l'intérieur de la copropriété. Et aussi, c'est pour ça que moi, je mets une charte à l'intérieur de toutes mes colocations et toutes mes chartes sont différentes de manière à ce qu'il n'y ait pas de nuisance ou le moins possible par rapport aux voisins et au voisinage. Qu'en penses-tu ? Ça me paraît très bien et même à propos du syndic, il faudrait même à la limite aller un petit peu plus loin, mais c'est difficile. C'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le syndic n'est que le représentant du syndicat des copropriétaires. Tout à fait. Donc, à fait. Le syndic peut vous dire une chose, alors qu'en revanche, à l'intérieur de la copropriété, les copropriétaires réunis en assemblée pourront très bien dire le contraire. Donc, il faut être prudent avec ça. Si on voulait vraiment aller jusqu'au bout des choses, il faudrait carrément demander l'autorisation en assemblée générale et le faire voter par le syndicat des copropriétaires. Le syndic n'étant quelque part que le représentant légal. Tout à fait, mais après... C'est difficile, il faut être clair. Mais déjà en toute transparence. Ce que je voulais dire, c'est qu'en toute transparence, parce que le syndic va informer le syndicat, les membres du conseil syndical. Voilà. Donc, on est déjà quand même nettement plus tranquille. Ouais. Moi, je te rejoins sur ce point. Et puis, je suis vraiment... C'est toujours une assurance. C'est ça, et puis je suis d'avis d'être vraiment transparent avec les gens. Et voilà, quoi, tout simplement leur dire. Alors après, généralement, la colocation peut avoir une mauvaise presse, mais c'est à vous de faire en sorte qu'elle ait une bonne presse. Et je pourrais vous donner 2-3 astuces par rapport à ça. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et puis vous, ça vous rassure aussi d'avoir quelque part l'accord du syndic. Ça ne vaut rien, mais... ça reste quand même malgré tout, parce que quand on fait un investissement, on a toujours peur. Et ça reste malgré tout hyper intéressant mentalement. Ça zénifie un petit peu les choses. Ouais. Ouais, tout à fait. Ok. Donc ça, c'était la première partie sur effectivement le nom propre. Voilà. Ouais, je reviens. Pas parler de fiscalité, mais t'as pas parlé de fiscalité. Tu veux pas en parler ou tu vas en parler? Si, je vais en parler un petit peu. Donc, dis-nous comment on fait de l'argent. Comment? Alors, voilà. On veut du cash, un petit clin d'œil à Maxence. On veut du cash. Notre ami Maxence. Tu peux le dire plus fort. Donc voilà. Ça y est, on va ça faire du LMNP. Ouais. Donc on va voir le régime des BIC et ça sera intéressant parce que fiscalement, on va pouvoir déduire beaucoup de choses et arriver grâce à ces déductions et à l'amortissement évidemment du bien, dégager du cash flow positif en ayant pendant assez longtemps, c'est-à-dire au minimum 5-6 ans normalement, un résultat fiscal négatif, des BIC négatifs. N'oublions pas non plus que lorsque la colocation va devenir rentable,
si vous anticipez, si vous faites bien les choses, que vous utilisez un petit logiciel de calcul, etc., 1, 2, 3 ans avant de devenir rentable, rien ne vous empêche de racheter un nouveau bien exploité en location meublée non professionnelle. Et donc, à l'intérieur de la même bulle, on réunit tous les biens exploités en BIC. Donc, s'il y a du BIC négatif sur un bien, ça va venir abraser la fiscalité du bien qui commence à devenir rentable. Donc, les voilà, mêmes catégories ça, en chose. fait. Même C'est catégorie, exactement. Ouais, c'est bien. Hein. Donc ça, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, l'objet n'est pas de vous faire aujourd'hui un cours de fiscalité, mais en nom propre, c'est bien. Et l'avantage majeur qu'on va en retirer, c'est pour les gens qui ont une stratégie de perception de rente immobilière immédiate et de complément de revenus immédiats, le nom propre va être a priori la méthode la plus adaptée. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la SCI? Je dirais SCI versus SARL de famille. J'ai bien envie d'avoir un petit peu... Alors, SCI, IS, IR, et ensuite, effectivement, SARL de famille. Qu'en penses-tu? SCI, moi j'aime beaucoup la SCI. C'est pour le coup un de mes domaines de compétences privilégiés, puisque j'en constitue beaucoup pour les investisseurs. J'en ai moi-même plusieurs, que ce soit à l'IR ou à l'IS. Et donc, on parle ici de la SCI de famille. Par défaut, le régime fiscal, c'est celui de l'impôt sur le revenu. D'accord ? Sachez toutefois que si vous faites de la colocation meublée en SCI à l'IR, votre SCI va basculer à l'IS. Donc si vous avez d'autres biens exploités en nu dans une SCI à l'IR, ce n'est pas forcément une bonne idée de rajouter du meublé dans la SCI. Résiduellement, et on en parlait tout à l'heure, si vos meublés restent inférieurs à 10% du montant de vos recettes, de votre chiffre d'affaires global, il y aura une tolérance. Mais attention, si jamais vous dépassez les 10%, c'est tout qui passe à l'IS. Donc c'est pas forcément intéressant. Si vous aviez par ailleurs d'autres revenus fonciers, dans votre SCI à l'IR, vous aviez du déficit foncier, vous allez perdre votre déficit foncier puisque vous serez tout catégorisé dans la SCI à l'IS. Donc faites-vous conseiller là-dessus, anticipez ce genre de choses. Maintenant, vous faites une colocation SCI à l'IS pour plusieurs raisons. D'une part parce que la SCI est un mode de gestion patrimoniale, donc vous allez anticiper par rapport à vos héritiers, rapport à votre constitution de patrimoine. Vous allez vouloir par exemple avoir plusieurs SCI pour acheter des colocations que vous n'auriez pas pu acheter seul parce que vous allez avoir des partenaires. Donc c'est ce que j'appelle toujours l'effet de levier, c'est à deux niveaux. Premier effet de levier, c'est la banque. Deuxième effet de levier, c'est lorsque plusieurs investisseurs se réunissent et l'union faisant la force, la banque va agréger le patrimoine et les revenus de tous les associés pour déterminer si elle va prêter ou non à la société. Et comme vous êtes plusieurs, vous obtiendrez le prêt plus facilement. Et du coup, vous pouvez vous positionner aussi sur des biens techniquement plus gros en ayant une division de risque aussi. Exactement. C'est un peu de la colocation. C'est excellent comme stratégie. C'est excellent. Tu vas aller plus vite, plus fort. Après, bien sûr, il faut bien s'entendre, etc. etc. C'est mieux plus bien dans ce sens-là. Mais ça permet d'avoir une force de frappe, en fait, même par rapport à la banque, qui est vachement plus intéressante. Directement d'aller à un gap supérieur. Pas mal, hein? C'est même très bien. Donc, pour ça, la SCI, excellente idée. Ensuite, fiscalement parlant, ça ne va pas être la même chose, puisque on va avoir une fiscalité similaire, pas identique, mais simplement similaire à celle des BIC. On va déduire les mêmes choses. En revanche, il y a quelques différences notables. Votre SCI va normalement être déficitaire les premières années, grâce aux travaux, aux frais de notaire, à l'amortissement. Et tant qu'elle est déficitaire, vous n'allez pas pouvoir vous verser de dividendes. Ce qu'ignorent en réalité la plupart des investisseurs. D'accord. C'est une règle du droit français, droit des sociétés. Et donc pas de dividendes les premières années. Donc ça contrarierait directement les investisseurs qui auraient dans l'idée de se créer des revenus complémentaires tout de suite en investissant en SCI à l'IS. Ils ne pourraient pas les toucher tout de suite. Tout à fait. En réalité. Donc ça, c'est une première différence majeure. C'est très important, stratégiquement parlant, de vraiment de prendre conseil en amont pour savoir déjà où est-ce qu'on veut aller, pour savoir quel type de fiscalité. En fait, j'aime beaucoup dire qu'on a deux jambes, ce qui nous servent, enfin, j'espère pour la plupart d'entre vous,
j'espère, qui nous servent en fait à marcher, voire à courir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne se concentrer que sur une stratégie, la colocation, la LCD, peu importe, la location nue, sans avoir la fiscalité qui est adaptée, parce qu'autrement, on ne peut pas, à chaque fois, on est obligé d'adapter sa fiscalité en fonction des biens que l'on a, de ce qu'on veut faire, si on veut quitter son boulot, si on a des enfants, comme tu l'as dit. En fait, à chaque fois, ça s'adapte. En fait, le droit n'est pas mort, c'est pas quelque chose qui, même si c'est lourd, c'est chiant, ça reste un dinosaure. C'est extrêmement. Un peu quand même. Mais vu tous les articles qu'il y a, les 2.202, mais je n'avais pas vu le 2.03. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est ce qui vous permet d'avancer et d'avancer sereinement. On solidifie la base, qu'est-ce qu'on fait? Et ensuite, on passe au step supérieur et on va doucement par rapport à ça. Ça, c'est très intéressant. Non? Oui, tout à fait. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ah ouais. Pierre par pierre. On monte, on solidifie. Tac, tac, on solidifie. Et bien bordé juridiquement et on est tranquille. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conseil par rapport à ça. Ne lisez pas tout ce qu'on trouve sur Internet. Ok, Google est notre ami, mais je pense que d'avoir affaire à des gens nous permet, en fait, la connaissance et les connaissances nous permettent de ne pas perdre d'argent. En fait, ça c'est de l'investissement, ça c'est du conseil parce que c'est du personnalisé en fait. C'est par rapport à votre cas, ça serait peut-être mieux de faire ci, ça, de faire telle constitution de société ou pas, parce qu'à ci, je savais pas. C'est ça qui est bien. Exactement. Ok. Donc ça, c'était sur la SCI. Voilà, sur la SCI. Alors, toujours sur la SCI, dernier petit point. Vas-y. C'est à la revente. Il faut savoir aussi que si un jour vous voulez revendre votre colocation, vous serez... Alors, il y a toujours des temps. Faut voir la fiscalité dans le temps. Si vous revendez les premières années assez rapidement, vous ne paierez pas beaucoup plus d'impôts, voire parfois moins d'impôts que si vous avez détenu la colocation en nom propre. Ça peut arriver. À laquelle de SCI? La SCI... Ah bah oui, c'est du meublé. D'accord. Donc en IS. À l'IS. Par D'accord. contre, au bout de 15, 20, 30 ans, vous allez payer beaucoup plus à la revente. Oui. Alors, je reviens sur un petit point. D'accord. Une astuce qui permettrait de ne pas payer tellement d'impôts lors de la revente. Oui, malheureusement non. Ah voilà. Grosse déception. Cette astuce consiste à dire, au lieu de revendre ma SCI ma colocation au sein de la SCI, je vais revendre les parts de la SCI. D'accord. Alors, j'en avais discuté avec un de mes amis fiscalistes qui m'avait dit, mais en réalité, Dimitri, et ça m'avait éclairé sur le sujet, alors, ça donne lieu à des débats, très, très sincèrement, mais en règle générale, si vous avez le bien depuis 15, 20, 30 ans dans la SCI, le bien va avoir été amorti par la SCI. Donc ça veut dire que la personne qui va vous acheter les parts de la SCI, lui-même ne va pas pouvoir amortir le bien. Bah oui. Donc même si le bien est rentable et dégage du cash flow, le bien, la SCI est fiscalisée déjà. Alors que si la personne monte une nouvelle SCI, rachète le bien reste aussi rentable s'il l'est déjà. En revanche, grâce au mécanisme de l'amortissement et des frais de notaire, parce qu'on va payer les frais de notaire, donc ça sera un peu plus cher que des frais relatifs à la cession de parts, c'est 3% de plus à peu près grosso modo. Mais en revanche, l'avantage fiscal va être considérable puisqu'on va réamortir l'immeuble sur tout son prix d'achat et sur toute sa durée. Donc en réalité, j'ai du mal à conceptualiser qui va bien pouvoir vouloir acheter des parts de SCI détenant des biens complètement amortis. Ouais. Franchement, peut-être dans une stratégie particulière. Il peut y avoir des cas exceptionnels toujours, mais disons que ça va pas ça va pas être loin de là. Une super idée pour essayer de revendre sans payer d'impôts. D'accord. La plus-value, on y échappera rarement. N'oubliez pas non plus que si vous essayez de revendre vos parts sociales à un investisseur plutôt que l'immeuble, la banque va rarement financer vos parts sociales sur 20 ou 25 ans. Et oui. Et ça, le banquier n'est pas fou. Il va dire, comment vous rachetez des parts d'une SCI à l'IS ? Mais attendez, moi il faudrait quand même me faire vous avez une garantie de passif quand même. Parce que quand on rachète des parts de société, c'est pas le tout. On peut avoir 2 ou 3 ans après un contrôle fiscal qui révèle que finalement c'était pas si bien géré que ça et que on va vous redresser parce qu'il y avait des dépenses qui avaient été comptabilisées de façon injustifiée. Et après, il faut avoir une bonne garantie de passif pour à votre retour, quand votre SCI est redressé,
pouvoir vous retourner contre le vendeur de parts sociales. Ok. Ouais. Donc l'idée de se dire, ouais, j'ai une super astuce, je vais revendre mes parts plutôt que je vais revendre l'immeuble, comme ça je paierai moins d'impôts. En réalité, c'est pas une très bonne idée, c'est pas très réaliste en tout cas. C'est une bonne idée dans l'absolu, mais j'estime pour ma part que c'est pas très réaliste. Il y a souvent de fausses bonnes idées comme ça. Ouais. Alors il y en a une deuxième, hein. Mhm. J'entends beaucoup d'investisseurs me dire, oui, mais la même année, quand je vais revendre, je vais racheter autre chose. Comme ça, Compenser un peu. voilà, je vais Voilà. compenser. Mais en réalité, les travaux, vous n'allez pas déduire la totalité des travaux l'année de l'achat. Vous allez les amortir sur 5, 6, C'est 7, ça. 8 ans. Mm. Il y a les frais de notaire, d'accord, mais c'est 8% du prix d'achat, d'accord. Donc vous allez pouvoir un petit peu amoindrir la plus-value, mais vous n'allez pas non plus l'annihiler de cette façon. Ne le croyez pas, il faut faire des calculs à chaque fois. Donc voilà, à un moment ou un autre, il faut savoir que lorsqu'on va revendre le bien, on peut potentiellement payer beaucoup d'impôts à la revente. On peut laisser sur la table, grosso modo, entre l'imposition sur les sociétés et la flat tax actuellement, on est en 2019, donc 30%, on peut laisser finalement à peu près 48 à 50% du prix de vente à l'État. Après, il y a plein de mécanismes, il faut changer de mode de raisonnement, il faut se dire pourquoi je revendrai, etc. Mais ça, je pourrais en parler aussi également. Longtemps. Mais c'est énorme parce qu'entre 40 et 50%, mais ça change complètement les stratégies en fait. C'est juste énorme si on devait ça. Moi, ça ne me fait pas peur. Ouais, mais parce que toi, tu le sais, mais il y a des gens effectivement qui peuvent se faire surprendre par rapport à ça. Alors, Oui, je mais pense surprendre pas. dans 30 ans, quoi. Ouais, À ce effectivement. moment-là, si c'est une surprise dans 30 ans, c'est qu'ils n'ont Ouais. pas très bien Ouais. préparé le projet quand même. Hein. Effectivement. Je vais rebondir aussi sur. Je vais faire un rebondissement sur ce que tu as dit. Tu as dit que toi, tu avais plusieurs biens dans plusieurs SCI. Concrètement, ma question est-ce que tu recommanderais, alors bien sûr c'est en fonction de la situation des personnes, bien évidemment, de prendre un bien par SCI ou pas? De créer une SCI par bien ou pas? Oui ou non? Et pourquoi J'adore cette cette stratégie? question. Et pourquoi cette stratégie? Mon Dieu, j'ai peur. J'adore Au cette secours, j'ai question. peur. Il va me laminer, j'ai trop peur. Dis-moi Oui, tout. alors, voilà. Ou est-ce que c'est plus intéressant de mettre, j'ai acheté 10 biens, je les mets tous dans une seule SCI, ou alors je fais une SCI, voilà, par bien. Je sais un petit peu ce Alors, que tu vas me dire. 10 biens, enfin tous ces biens dans une seule SCI, je pense que c'est une mauvaise idée, clairement. Notamment parce que on peut déjà vouloir avoir deux SCI avec deux fiscalités différentes pour des raisons diverses, une à l'IR Oui. et une à l'IS. Tout à fait, Si on met tous les biens dans une seule SCI, tout à fait. ils seront tous au même régime. Oui. Donc déjà, on se prive d'un choix. Ok. Ensuite, on peut très bien, l'âge venant, vouloir transmettre une partie de son patrimoine. Si Ouais. vous avez mis tous vos biens dans une seule SCI, en réalité, en donnant des parts de cette SCI, vous allez transmettre une partie de l'ensemble de votre patrimoine à vos enfants. C'est pas forcément ce que vous voulez. Ça D'accord. dépend des cas. Voilà. Mhm. Donc il faut anticiper ça aussi. D'accord. Ensuite, il y a d'autres raisons d'ordre stratégique. Mhm. On va pouvoir s'associer avec différentes personnes. Donc forcément, si on s'associe avec son frère, avec son meilleur ami, avec ses parents, on va faire une, deux, trois SCI différentes. Et donc encore une fois, on n'aura pas tous les biens logés dans la même SCI. On peut avoir un associé qui veut... Moi, j'aime que la colocation. Super. Moi aussi. Je vais faire une SCI avec toi. Ouais. Ok. Et un autre qui vous dit non, non, moi la colocation, il y a trop de risques, ça m'enquiquine, je veux faire que du nu, avoir des locataires qui restent là 10 ans. Qui viennent avec Ok, moi. eh ben, on va faire une autre SCI Effectivement. et on aura des associés différents. Donc, Et en des fiscalités réalité, il n'y a différentes. pas de réponse unique, encore une fois. Ça va être du cas par cas en fonction de votre profil d'investisseur et de votre type d'achat également. Et de vos objectifs. Voilà. Moi, je loge parfois même des résidences principales dans des SCI. Ce qui D'accord. correspond encore à une volonté de protection du patrimoine cette fois-ci. Et de transmission. Typiquement aussi, mais chef d'entreprise qui Hmm. peut avoir éventuellement une caution qui va lui tomber dessus, le fisc qui va le rattraper. Bien sûr. On peut loger la résidence principale dans une SCI que j'appelle la SCI Forteresse, qui est un véritable produit adapté. D'accord. Donc voilà, il y a plein de raisons qui font que, à mon avis, quand on grossit un petit peu en patrimoine, il faut avoir plusieurs SCI.
D'accord. Et en plus, ça permet dans la SCI Forteresse, eh bien, enfin, entre guillemets, normalement, tu me dis si je me trompe, de protéger sa résidence principale, surtout lorsqu'on est, par exemple, chef d'entreprise. C'est-à-dire que, entre guillemets, l'entreprise coule, eh bien, là, ils n'ont pas le droit de saisir sur la résidence principale. Ils ne peuvent pas saisir la Donc, résidence. ça protège vraiment votre Ils famille. pourront Là, éventuellement tenter de saisir les parts, mais c'est là que le rôle de l'avocat un peu malin intervient. Il rédige les statuts, ce n'est pas des statuts types évidemment, mais les statuts de telle façon que vous avez de gros moyens, de gros leviers de négociation vis-à-vis des créanciers. Ok. Et donc, en tout état de cause, on peut s'en sortir très bien en ayant protégé à ce niveau-là son patrimoine. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est vraiment très important. Est-ce que tu as un avis du coup sur la SARL de famille? Alors, la SARL de famille, oui, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas énormément. Oui. Alors, sur le principe, les gens pensent à la SARL de famille parce qu'en termes de fiscalité, c'est un petit peu particulier. On va avoir un premier niveau d'imposition où l'impôt de la société va être calculé en fonction des règles de l'impôt sur les sociétés. D'accord. Ensuite, au niveau associé, c'est comme si c'était fiscalement transparent. Donc, on est censé pouvoir percevoir les revenus, en tout cas toucher les revenus dès qu'il y en a, parce qu'on va être imposé dans le patrimoine de chacun comme si c'était une SCI à l'IR, donc en proportion de la détention du patrimoine. D'accord. Et enfin, le troisième étage, c'est le régime de la plus-value des particuliers, bien que ça soit une société. Donc c'est un petit peu étonnant, c'est une particularité fiscale. Ce qui veut dire qu'en SARL de famille, on peut faire du meublé, détenir quand même le bien en société, mais en bénéficiant de l'abattement pour durée de détention. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il y a quelques limitations. Si vous commencez à faire du nu en SARL de famille, vous perdrez le bénéfice de la particularité de la SARL de famille. Il n'y a pas trop d'intérêt là. Il n'y a aucun intérêt, clairement. Il ne faut pas le faire. C'est plutôt un warning. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas prendre une SARL de famille, quoi. Si vous avez Oui, des gros salaires, c'est différent. Tu sais que les gens ne sont pas toujours forcément... Oui, bien évidemment. Mais dans ce cadre-là, il y a d'autres... Et deuxième restriction majeure, c'est que qui dit SARL de famille dit de famille. Donc vous ne pourrez pas monter une SARL de famille avec des amis pour exploiter des biens. Bien sûr. Voilà, ça paraît logique, mais régulièrement on pose la question. D'accord. Voilà. C'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que tu penses de la société individuelle? Alors, il n'y a pas de société... Enfin, qu'est-ce que tu entends par société individuelle? Eh bien... la SASU, le URL? Oui, le URL, pardon. Oui, le URL. Le URL, ça peut être aussi une autre... en fait, ça va être une SARL de famille, mais tout seul. D'accord. Donc tu es tout seul de famille, voilà, en fait. Tu es ta propre famille, en fait. Voilà, c'est ça. Les sociétés peuvent bénéficier de l'IR, comme l'URL de famille. Ça va être considéré dans le régime de la SARL de famille. Ok. Voilà. D'accord. Merci déjà, Dimitri, pour toutes ces petites précisions. J'espère vraiment que ça vous est utile et que vous voyez un petit peu plus par rapport à votre cas, ce qui pourrait vous convenir ou pas. Alors, je vais revenir essentiellement sur un autre sujet qui m'intéresse, entre guillemets, plus que ça, là. C'est notamment la chasse immobilière. Donc, toi, comme j'ai dit, je suppose qu'en tant qu'avocat, même si tu es indépendant, eh bien, tu gères ton temps comme tu veux, mais en même temps, tu dois passer, je pense, beaucoup de temps entre les audiences, entre les rendez-vous clientèle, entre tout ça. Est-ce que tu as du temps pour aller chercher les bonnes affaires? Alors, pas toujours. Effectivement. Alors, comment fais-tu des bonnes affaires puisque tu as plein de bonnes affaires? Alors, dernièrement, je veux savoir. J'ai eu la chance de rencontrer William Meyer. Oh, tiens, comme par hasard. Voilà. Il n'avait pas beaucoup de cheveux, lui. Hein, il est très sympa. Il est très sympa. Il a monté son réseau, donc ICM. Et je le connais depuis maintenant 2 ans, mais j'avais échangé un petit peu avec lui au départ. Très franchement, je me disais, comme beaucoup de monde, pourquoi j'irais payer un chasseur, une commission de chasseur, alors que, voilà, pourquoi faire? En fait, il m'a proposé une idée attractive, c'est de l'investissement clé en main. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec l'investissement clé en main, parce que certaines personnes disent, oui, mais si c'est du facile, on n'apprend rien, etc. Là-dessus, moi, je n'ai pas d'opinion prédéfinie. En revanche, les chasseurs peuvent vous faire économiser du temps. Si je puis me permettre, toi, tu avais déjà quand même pas mal de biens et là, tu voulais juste gagner du temps.
Là, je voulais gagner Donc du là, temps, clairement, assez clairement. tu sais que la banque te finance, tu dis, bon, concrètement, là, il faut que je rachète un truc. Donc, qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas me prendre la tête à tout faire le process, parce que tu en es déjà à un niveau quand même relativement haut en termes de patrimoine. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on n'a plus envie de perdre de temps par rapport à ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu en Bah, penses? j'avais pas le temps de toute façon. Bah voilà, Donc moi, je voulais une colocation. C'est un mode d'exploitation qui ce que je peux m'intéressait. comprendre. Voilà, c'était rentable, donc ça me plaisait bien. William m'a présenté les chiffres et surtout il m'a dit ben, je m'occupe de tout. Je te chasse le bien, je fais les travaux et je mets les premiers locataires. Franchement, Donc, c'est royal. royal. Bah Voilà. voilà. Et surtout, j'ai fait confiance à William parce que je savais que c'était un investisseur immobilier. C'est surtout ça. En fait, par exemple, je vais rebondir là-dessus. Dès que je vois un nouveau banquier, parce que les banquiers tournent en fait par rapport aux agences, etc., eh bien, je leur dis bonjour. Voilà déjà. Est-ce que vous êtes vous-même investisseur immobilier? Donc, s'il me dit non, surtout quand j'y vais pour un prêt immobilier, eh bien, je vais dire, du coup, je suis désolée, on va discuter d'autre chose, mais je sais que je ne vais pas en fait, je ne sais pas comment dire, aller avec lui parce que pour moi, elle n'est pas crédible. Tu vois, il y a certaines personnes, je ne sais pas, par exemple, j'en sais, au hasard, il y a des personnes qui se prétendent experts, qui n'ont, par exemple, eh bien, pas de biens. Je ne sais pas, il y a des personnes, par exemple, qui sont avocats, avocates, qui peuvent dire, oui, je suis expert en immobilier ou expert pour les entrepreneurs, dans ci, dans ça. Mais en fait, comment être expert ou au moins être crédible si toi-même, tu n'as pas fait les choses? Exactement. Je pense. Alors, je dis pas qu'il y a différents niveaux d'expertise. On est tous débutants par rapport à un domaine ou pas. Mais je pense que pour que la personne puisse nous comprendre, il faut qu'elle ait eu des galères. Il faut vraiment qu'on puisse parler le même langage, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, effectivement, Donc William moi, pour une était. colocation, je parle à quelqu'un qui fait de la colocation. C'est Je logique? parle avec toi, j'apprends des choses. Ouais. William, c'est un investisseur, il fait de la colocation. En plus, il est chasseur immobilier dans un secteur déterminé où lui-même investit. Qui connaît par Donc, cœur. je Donc, sais qu'il va voilà. trouver le bon bien Et ouais, au bon prix, bah, bien sûr. qu'il va savoir à quel prix louer les chambres et à quel public Et à quel prix le négocier? aussi. Parce Au qu'il bon est, prix. il est dedans. Et Voilà. oui. Et il Eh a ouais. son réseau. Ah Et moi, ouais, j'ai bien pas le sûr. réseau. Je suis Eh pas à ouais. Rouen, hein, ni à Dans la ville. Mont-Saint-Aignan, donc moi, je peux pas trouver le mm. bien à ce prix-là. Donc en réalité, sa commission, non seulement est largement justifiée, mais en plus, je l'ai intégrée dans le prêt bancaire. Ah bah bien sûr. Et oui. Et tu n'achètes pas, entre guillemets, que la prestation, tu achètes un réseau aussi. T'imagines le temps que ça te fait gagner? C'est comme les clients qui viennent me voir. S'ils ont besoin d'un bon notaire, s'ils ont besoin d'un expert Ah comptable ouais. qui soit investisseur immobilier, donc qui les comprend, si ils ont besoin d'un courtier en crédit, voilà, à chaque fois j'ai des intervenants qui vont Complètement. eux-mêmes être des investisseurs immobiliers. Complètement. C'est QFD en fait. Enfin, vraiment, mais le réseau, mais on peut rien faire sans. Enfin, c'est une pépite en fait. Enfin, Exactement. c'est incroyable. Mais c'est pour ça que oui, je te rejoins à 2000%, encore plus par rapport à William, parce que je l'affectionne vraiment particulièrement. On a le même coiffeur. Mais non, mais c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Après, au-delà de ça, c'est vraiment en termes d'investissement. Là, tu as mis ta casquette d'investisseur puisque tu voulais gagner du temps. Et en combien de temps il t'a trouvé le bien? En quelques mois, alors j'ai eu de la chance, maintenant il a une demande, mais Eh ouais. Bah oui, mais énorme. quand t'es bon. Donc voilà, exactement. Donc en quelques mois. Et très sincèrement, euh, il a en plus eu toute ma confiance dès l'instant où il ne m'a pas demandé de l'argent juste pour chasser. D'accord. C'est-à-dire que il a la carte transaction. Donc un chasseur juridiquement doit avoir la carte de transaction immobilière. Oui. Est-ce qu'il avait un chien? Non, non, on ne rebondit pas sur les inconnus, s'il te plaît. Comprends qui Donc, veut. le Hein. bon chasseur et le mauvais chasseur, c'est bon. Donc, non, il avait la carte transaction. Oui. Et les chasseurs qui vont vous demander de l'argent, juste déjà pour commencer à aller chercher des biens, moi, j'aime pas tellement. Voilà. On n'a pas tout à fait le même après, avis dessus, non, je mais peux comprendre, de toute mais façon, je comprends ton point de c'est vue. comme, voilà, on Effectivement. en a Ouais. parlé, c'est comme les courtiers, Et on les peut les faire courtiers, travailler pour tout rien, à fait. un chasseur peut travailler pour rien aussi. Mais voilà, de toute façon, c'est une profession réglementée, néanmoins, là, ça ne s'invente pas, hein. C'est la loi Hoguet. Ouais, et puis il y a des compétences. Hein. Donc il y a des compétences et Puis, voilà, juridiquement parlant. on est rémunéré à la signature de l'acte authentique. Mhm. Ensuite, il peut y avoir des prestations additionnelles, un suivi de travaux, etc. Il y a plein de choses. Mais moi, je suis plus en confiance avec quelqu'un qui agit de cette façon. Et Tout qui est simplement. sympa et qui est investisseur.
Bien, non. Ça, c'était les prérequis. Ensuite, j'aime bien les chasseurs immobiliers qui sont présents sur les réseaux sociaux, parce que je manque jamais de le dire non plus. Par rapport à un chasseur local, le chasseur local, vous êtes un client, par exemple, parmi d'autres à 500 km. Si son agence est implantée localement, si vous fait réaliser une mauvaise affaire, ça n'a pas un gros impact pour lui. C'est-à-dire que D'accord. vous êtes à 500 km, Ah il n'est pas oui, présent sur les réseaux, vous allez d'accord. faire quoi? Râler auprès de l'agence? Oui, d'accord, mais de toute façon, il a une clientèle locale. C'est pas Mhm. très grave. Le chasseur immobilier présent sur les réseaux sociaux, si vous-même, il vous fait réaliser une mauvaise affaire, deux, trois posts dans les forums immobiliers Ouais, il est spécialisés descendu. et l'e-réputation va en prendre un coup rapidement. Donc Je votre comprends. chasseur immobilier en ligne a particulièrement intérêt à vous faire réaliser de bonnes Ouais, c'est affaires. intéressant ça. D'accord? Ouais. Imaginez qu'il fasse réaliser une mauvaise affaire, par exemple à un infopreneur, une petite vidéo, Ouh. et bon, Ouais. la réputation en prend un sacré coup. D'accord? Donc Ouais, ça va ça va être très vite souvent en un fait. gage de qualité. Ça va très vite, effectivement. C'est purement psychologique, hein. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as une stratégie sur, sur l'apport ou pas qu'il faut entre guillemets apporter ou non dans un investissement? Parce que certaines personnes disent oui, alors moi je ne jure que par le 110%, le 130% ou même le 100%. Alors pour rappel, 100% c'est juste, enfin c'est le financement total du bien. 110% c'est financement total du bien plus frais notaires et 130 financement total du bien plus frais notaires plus travaux et ou éventuellement meubles dans certaines stratégies. Qu'en penses-tu par rapport à ça? Tu mets plutôt de l'apport, pas de l'apport ou pas? Alors, moi j'aime bien le financement à 110 ou 120% Ouais, à titre personnel. ça marche. Maintenant, c'est pas une stratégie adaptée à tout le monde. D'accord. Voilà, clairement. Je vois des investisseurs qui viennent me voir en disant je vais faire un achat à 110%, j'ai une opération à 300 000, 400 000, 800 000 euros et je vais la faire financer en totalité. Et je dis mais vous avez combien d'épargne? Alors sur 800 000 euros, j'ai quand même un investisseur qui avait 5 000 euros d'épargne. 5 000 euros? Ouais, et il voulait financer 800 5 000 euros à 110%. Clairement, je Le trouvais ça banquier, il disait oui ou complètement pas? déraisonnable. Il disait oui ou pas? Il pensait que le banquier allait dire oui. Moi, je pensais que le banquier dirait non. Mais parce qu'il Très avait sincèrement. d'autres actifs à mettre en... Voilà, parce qu'il avait une bonne profession, Ah, mais il avait d'autres prêts en cours par ailleurs, hein. Donc moi, ça me d'accord, semblait carrément déraisonnable, mais après tout, chacun peut tenter. Bon, j'ai dit ce que j'en pensais. d'accord. En revanche, et j'ai aussi à l'inverse des investisseurs qui ont beaucoup de cash, qui Oui, le laissent dormir sur de l'assurance vie en fonds euros d'accord. à 2%, ce genre de choses. Bon, Sachant ce que rapporte l'immobilier, il faut pouvoir avoir une stratégie adaptable aussi. C'est ça aussi, être voilà. entrepreneur et être Voilà. investisseur, Donc si vous avez investisseuse. plusieurs centaines de milliers d'euros, d'accord, qui sont investis dans de l'épargne liquide, pas forcément sûr, hein, il ne faut pas croire. Des fonds euros investis en obligations d'État, c'est pas forcément un placement sécurisé. En cas de crack obligataire, c'est de la dette, ça vaut plus rien. Bon, peu importe. Donc, prenez par exemple, vous avez une colocation à 300 000 Mhm, avec un cash flow prévisionnel de 600 euros. mhm. Et ben là, plutôt que de laisser Oh, dormir. attends, on peut faire plus. Pas sérieux. Non, ça me choque déjà dans les chiffres. Enfin, bref, D'accord, oui, vas-y, ok, vas-y. on peut faire plus, à condition d'avoir suivi Oui. ta formation. Eh ben oui, oui, Voilà, ça- bah oui, mais non, mais il mais n'y a quand pas de même, secret. c'est pas possible. D'accord. Donc, Oui, oui, bah oui, oui, oui. Oui, eh ben, je dis, bah, ok, vous avez trop d'argent mal placé, injectez 50 000, ouais, vous obtiendrez facilement votre crédit. ouais. Vous allez facilement négocier l'exonération d'indemnité de remboursement anticipé, les frais de dossier. Les cartes, les le, assurances, tout ci, tout ça. Ouais, Plus l'assurance, facilement. j'aime Plus pas trop facilement. négocier l'assurance. Je suis d'accord. Mais par contre, le différé de remboursement. Bah oui. Voilà, vous faites un apport, le banquier est super content. Ouais. Déjà, gros avantage. Et ensuite, vous allez maximiser votre cash flow. Mm. D'accord? Ouais. Et ensuite, moi, je donne un exemple très concret. Voilà. Vous avez 50 000 euros placés sur 10 ans en assurance vie à 2% par an. 2%, d'accord. Ok. Ok. 1000 euros. Ok. Ok. Admettons qu'il n'y ait pas de fiscalité. D'accord. Sur 10 ans, ça vous fait 10 000 euros. Ok. Avec ces 10 000 euros, non, c'est 50 000 euros, Mhm. vous réalisez un investissement, colocation, pas super rentable, mais 300 000. Donc, vous empruntez 250 000 et votre colocation vous rapporte
cette fois-ci, non plus Mais 600, bien mais sûr. quand vous avez investi 50 000, vous rapporte 800 euros Mm. par mois. C'est pas mal. D'accord. Ça. On va C'est dire mieux. aussi pendant 10 ans. Il y a Ouais. beaucoup de travaux. En tirant bien, on peut arriver à 10 ans sans fiscalité en loueur meublé non professionnel. Ouais. D'accord. Mhm. Donc, ça vous rapporte 800 euros par mois Mhm. cette fois-ci. Donc, sur un an, on est à 9 600. Plutôt pas mal. Hein. Sur 10 ans, on est à 96 000. Donc, vos 50 000 vous permettent de réaliser une opération grâce à l'effet de levier dont on parlait tout à l'heure. Ouais. D'un côté, sur 10 ans, 10 000 et de l'autre côté, 96 000. Et en plus, tu te constitues du patrimoine. J'allais y venir, du ne me cap- coupe pas l'air Allez, sous le vas-y. pied. En plus, vous allez avoir amorti votre prêt bancaire pendant 10 ans. Mhm. Vous allez donc avoir globalement, sur ces montants, peut-être amorti une somme d'environ 80 à 100 000 euros en capital. Ça veut dire qu'en 10 ans, d'un côté, vous aurez gagné 10 000 euros et que de l'autre côté, grâce à l'effet de levier et au fait de placer judicieusement votre argent, vous allez potentiellement avoir capitalisé 200 000 euros. Donc c'est ce que tu appelles, toi, la stratégie de la tirelire, c'est ça? Presque. Ça y ressemble aussi? Ça y ressemble. Ça y ressemble. Ça La y ressemble, stratégie c'était de pour la te montrer. tirelire, c'est encore une autre petite, Ouais, mais une c'est autre un petite petit chose. peu pareil. Mais il y a de l'idée. Mais en fait, pour ce qu'on voulait vous dire, c'est que l'argent, eh bien, enfin, entre guillemets, plutôt qu'il dorme, là, sincèrement, vous savez que les taux d'intérêt sont relativement bas, mais même sincèrement, mais même s'ils étaient à 5%, si ça vous permet, en fait, d'emprunter des sommes que vous n'avez pas. Mais on a une chance en France, c'est vraiment d'avoir la chance de pouvoir emprunter ne serait-ce qu'à 100%, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Belgique, etc., où c'est vraiment cash is king, ou même en Espagne, tout ça. Enfin, après, c'est vraiment une stratégie différente. Mais donc, il faut vraiment que vous visiez par rapport à ça. Le but n'est pas de ne pas mettre d'apport. Le but est déjà de vous en constituer un, parce que si vous constituez un apport avec ce que vous gagnez, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui sait gérer son budget. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, effectivement, si on met, j'en sais rien, 2000, 5000, si on les a bien sûr, pour pouvoir faire une bonne affaire, et bien là, il faut voir tout de suite, effectivement, c'est ce que tu disais, ce que ça peut nous apporter, non pas que maintenant, mais aussi demain, après-demain, dans 10 ans, etc. etc. T'imagines, pour tes 10 000 euros, tu as plus de 90 000, c'est énorme. Tout à fait. C'est ça, Donc, en voilà, fait. il y a des questions de calcul. Ouais. Avant chaque investissement, vous prenez des logiciels, vous simulez votre rentabilité, vos impôts, etc. sur 10, 15, 20 ans. Il y a plein de choses qui permettent de le faire. Ouais. Et c'est des calculs pour moi indispensables avant l'investissement. Très important. Voilà. Bon. Ok, c'est bon. C'est bon. Est-ce que, pour terminer cette vidéo, est-ce que tu pourrais nous donner 3 astuces qui pour toi sont très importantes, ou peut-être 3 recommandations par rapport aux gens que tu peux accompagner, en fait, des petites choses qui pourraient être utiles aux personnes pour éviter de faire des bêtises à tout niveau, au niveau immobilier, au niveau fiscalité, à tout niveau, des petites choses à mettre en place. Alors, des petites choses, oui, bien sûr. Alors, par exemple, éviter de foncer tête baissée dans le régime du micro-BIC. Il y a encore Ouais. beaucoup trop de gens qui se disent « oui, je vais avoir un abattement de 50% sans réaliser ». Qu'en réalité, en LMNP au réel, quand on achète le bien, on est quasiment dans 100% des cas déficitaire. Ouais. Donc voilà, ça c'est une première chose. J'ai encore vu récemment un client parce que ses amis lui avaient dit « mais prends le micro-BIC, c'est super, tu as 50% d'abattement, donc c'est super ». Non, il faut déjà ne pas faire ça. C'est la première erreur à éviter. Ne vous lancez pas tête baissée sur une vague recommandation ou un vague conseil entendu par-ci par-là. Étudiez sérieusement la chose et faites vos calculs. Okay. Première chose. D'accord. Deuxième chose, c'est un petit peu plus personnel, mais ne prenez pas des durées de prêt avec des courtes durées. Ouais. D'accord. Oui. Pourquoi? Actuellement, les taux d'intérêt sont super bas, ils vont le rester durablement, au moins jusqu'à fin 2019. Et donc, pourquoi ne pas optimiser votre cash flow tout simplement? Prenez un prêt long. Statistiquement, dans 7 cas sur 10, le prêt est remboursé avant son terme. Donc, vous avez tout intérêt à emprunter sur de longues durées. Bien sûr. Donc, dans tous les cas, en tant qu'investisseur, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Ne Ça dépend des dépassez pas stratégies. 25 ans. Moi, je déconseille de dépasser 25 ans, sauf
Sauf situation particulière, Ouais. recapitalisation, Ouais. volonté de dégager, par exemple, d'optimiser l'ensemble de ses prêts. Il y a des situations particulières Bien qui sûr. le justifient. Oui. Pouvoir aussi utiliser un bien déjà remboursé, faire un emprunt longue durée avec un emprunt hypothécaire. Donc il y a des niches. L'arbitrage. D'accord, arbitrage. Ouais. Donc, encore une fois, utiliser un simulateur pour savoir combien ça va vous coûter Oui. par mois et au final. D'accord. Mhm. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme troisième recommandation? Faites attention aux détails. Sur ma colocation, j'étais un petit peu novice et j'avais pas fait attention au problème de la souscription de l'abonnement Internet. Mhm. D'accord. J'ai pas anticipé assez longtemps à l'avance et Orange, que je nomme volontiers, c'est pas les plus mauvais, hein, il y a encore pire, c'est SFR. Mais Orange a réussi à me vendre un service qui n'était pas disponible. Donc Ah, ils quand sont mes forts. colocataires sont arrivés, en fait ils m'ont dit ah non, la fibre n'arrive pas encore jusqu'à votre appartement. Donc anticiper assez largement ce genre de choses dans les colocations, Mhm. c'est super important l'internet. Et vraiment, là, j'étais pas bien, quoi. Surtout Ouais. qu'après, il y a des complications juridiques. On ne peut pas mandater forcément quelqu'un pour aller sur place. Il faut y aller soi-même pour essayer de trouver une Récupérer solution la dépannage, clé, ouais. récupérer une clé 4G, etc. Mhm. Donc voilà, ça c'est des petits... Soyez attentifs aux détails de l'investissement. Ouais. Et ça fait, en même temps, ça fait partie en fait du Pareto des 20%. C'est-à-dire que même si on pense, je sais que l'investissement immobilier fait peur. Concrètement, que ce soit, je pense, Dimitri ou moi, enfin, personnellement, je suis une vraie flippette. C'est pour ça que j'ai investi dans l'immobilier. C'est ce que je disais tout à l'heure à midi. Et en fait, on veut tout contrôler. Donc, il y a des personnes en fait qui veulent absolument tout connaître un sujet avant de pouvoir se lancer. Alors, trop de connaissances tue l'action parce qu'on dit oh là 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 là, je vais jamais réussir à penser à tout ça, donc je ne fais rien. Donc ça fait une paralysie. Mais en même temps, le fait de se dire ok, dans mon équation, j'ai du 100%. Bon, je pense que j'ai à peu près tout maîtrisé. Il y aura toujours 20% de choses que vous ne pourrez pas maîtriser. Peut-être le fait de percer des murs pour mettre des prises coaxiales, etc., etc. Ça coûte 200 euros. Ce n'était pas prévu dans le budget. Mais il faut les mettre par rapport à ça, parce que les télés ne sont pas en Wi-Fi. C'est un exemple. Tout ça, en fait, fait que ces détails-là font que, en fait, ça nous un petit peu pourri la vie. Mais demain, dans sa prochaine colocation, faite par William, eh bien, demain, il va faire attention à ça. Il va faire attention à ce détail. Donc, en fait, il a appris. Et on apprend tous les jours. Sur chaque bien que l'on a, on apprend de nouvelles choses. Et avec les nouvelles personnes que l'on rencontre. Donc, n'ayez pas peur, vous n'allez pas pouvoir tout maîtriser. Maîtriser ce qui est maîtrisable dans des rails. Mais après, c'est pas grave non plus. C'est chiant. Mais c'est pas grave, ça va pas plomber de fou votre cash flow. Par contre, c'est pénible. Il faut, quand on a entre guillemets pas de tête, il faut avoir des jambes. Donc là, on trouve des solutions. Donc il a pris la clé 4G, etc., etc. Et je l'ai emmené. Et tu l'as emmené, voilà, parce que le contrat était souscrit à ton nom. Voilà. Donc tu étais obligé. En fait, c'est ça. Donc ne vous formalisez pas par rapport à ça. Formez-vous, mais aussi c'est vraiment formez-vous plus action égale résultat. S'il n'y a pas ni l'un ni l'autre, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas l'équation des résultats en fait. Tout à fait. Si tu me permets un dernier mot. Bien sûr. Avec mon amie Amel Gajdan, qui est juriste et investisseuse immobilière, nous avons créé le groupe sur Facebook Immo Droit. Immo Droit. Ouais. Voilà, il est vraiment top. Partie, tu l'as rejoint, non? Alors, oui, mais j'aime beaucoup en plus les cas d'Amel, c'est Mademoiselle Immo Droit. Mademoiselle Immo Droit, en fait. Appartement, voilà. Ouais. Donc, c'est un groupe destiné à l'information juridique et immobilière et fiscale. Ouais. Donc, voilà, on fait vraiment sur l'immobilier. Mais juridique et fiscale. Et il y a énormément d'informations qui sont les trucs données. chiants, quoi. Ouais. non. Je plaisante. Avec moi, c'est amusant. Non, mais il vulgarise en fait, et voilà. ça devient digeste. Exactement. Et donc, on peut apprendre beaucoup de choses sur ce groupe. Je vous invite évidemment à le rejoindre. Il est gratuit, c'est le groupe Facebook. Vous tapez Immo Droit et voilà. Les modérateurs sont des investisseurs immobiliers. Donc, une expert comptable investisseur immobilier. Ouais. Une autre avocat investisseur immobilier. Une notaire investisseur immobilier.
Donc, a priori. Non, il y a des femmes en fait. Tu es le seul homme? Oui, oui. Ah, voilà, moi, c'est pour ça. Pas d'autres hommes dans ce Ouais, monde. c'est ça. Ouais. Tu vas être. Pour l'instant, Ok. au moins. Bon. Et donc, voilà. C'était le petit mot. Et puis Ouais. ensuite, peut-être que tu mettras un lien vers ma propre page ou mon Ah bon? site. Je suis pas sûre, en mon fait. site internet, non? Mais je voulais montrer, C'est plus j'avais, cher. bien sûr, Ah, bien évidemment. En fait, j'avais un petit flyers, mais je l'ai pas retrouvé. Tu veux y arriver? Non, mais voilà. C'est Mais terrible. je trouve que tu distribues tes flyers un petit peu trop agressivement. Non, Merci. c'est une blague. En fait, on va trouver effectivement, je vous mettrai effectivement le lien de Dimitri. Après, Dimitri est un... Ah bah il est là. Voilà, je savais bien qu'il était là. En fait, vous allez trouver effectivement ce petit flyer que je vous mettrai. Je vous mettrai effectivement le lien de Dimitri juste en bas parce qu'il est top et parce qu'on a passé un bon moment. Et juste ici, vous avez ses coordonnées. Et je vous mettrai bien évidemment en description de cette vidéo. Et puis, je suppose qu'il y aura plein de questions à la suite de cette vidéo. Est-ce que tu es d'accord pour répondre aux questions? Bien sûr, vous Si les tu me posez dis non, sous je, la suis vidéo. je les mets toutes sur Imo droit. Voilà. Tac. Ah Et oui, ça hop. va nous en faire un paquet vu ton audience. Ah On ouais, n'est je- pas bien parti. Non, non, vous les posez sous la vidéo. Et Bah puis oui, j'irai voir bien de sûr. temps en temps, effectivement, régulièrement, sous la vidéo et je me ferai un plaisir de répondre aux questions. Mais Alors, bien comme je évidemment. lis toujours, hein, je réponds aux questions. Je ne fais pas des consultations personnalisées sous une vidéo, c'est Bah, l'évidence. bien évidemment. Mais en revanche, pour les questions, Les que questions se posent les- générales, voilà, parce y a qu'après, pas de quand ce problème, sont ou les sur cas la coloc, particuliers, ou voilà, tout à fait. avec tout à fait. plaisir. Et du coup, alors juste pour la petite info, j'ai demandé à Dimitri effectivement d'intervenir aussi dans ma formation sur la colocation pour plusieurs raisons. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis ici à Paris, dans son cabinet. Il a eu vraiment la gentillesse de prendre du temps avec moi pour pouvoir vous apporter le plus de valeur possible en termes juridiques. Donc c'est extrêmement important. Je voulais vraiment aussi être associée avec un professionnel, professionnel du barreau de Paris en plus, et de surcroît investisseur, de surcroît avocat, de surcroît super sympa. Et en l'occurrence, eh bien, c'est vraiment pour ça que je voulais aussi vous présenter ou vous représenter Dimitri peut-être sous un autre angle, parce qu'effectivement, eh bien, il va être effectivement l'un de mes partenaires et du coup, il va aussi vous apporter énormément de valeur, de savoir, de son expérience aussi à travers tout ça. L'impression, là, dis donc. T'as vu, tac, Waouh, tac. waouh, waouh. Et vraiment, c'était vraiment aussi pour vous et surtout pour vous qu'on fait tout ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi je suis ici aussi. Et puis voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça sera avec plaisir. Ouais. Bon, alors juste avant de vous quitter, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire sur le blog Les Revenus Autrement, à cliquer sur la cloche. C'est pas moi la cloche, hein. La petite cloche qui s'affiche effectivement pour voir toutes les dernières vidéos, à nous rejoindre aussi, à rejoindre la communauté LRA, Les Revenus Autrement sur Insta, sur Twitter, sur Facebook. En fait, on est partout. Donc n'hésitez pas à cliquer, à télécharger vos cadeaux aussi, parce qu'il y a un tableau de rentabilité que j'utilise pour faire mes négociations. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire grandir tout ça, à partager cette vidéo, et puis aussi à venir voir Dimitri en séminaire, ou peu importe, dans la formation également. Et puis, mot de la fin? Mot de la fin, bons investissements. Bons investissements à tous. À très bientôt. Bientôt. Ciao.